Nous sommes le 15 août 1769. Il est midi. Au plus fort de l'été, à Ajaccio, en Corse, des cris jaillissent de la grande maison de la famille Buonaparte. Laetitia, assistée de son mari Carlo, donne naissance sur le tapis du salon à son deuxième fils, Napoleone Buonaparte. Ajaccio, c'est dans cette bourgade tranquille, posée au fond d'une des plus belles baies de Méditerranée, que grandit le petit Napoléone, le futur empereur des Français, Napoléon Ier. Il faut savoir qu'Ajaccio est une très petite ville, 3000 habitants au XVIIIe siècle, c'est presque un village ou à peine plus un bourg. C'est une petite ville qui vit énormément de la pêche au corail, qui ressemblait en petit à Naples. Napoléone grandit dans une famille très respectée ici à Ajaccio. Carlo Buonaparte, son père, est issu de la petite noblesse de la région de Gênes en Italie. Les Buonaparte sont présents en Corse depuis maintenant 3 siècles. Ce sont un peu les pieds noirs de la Corse de l'époque, donc des familles génoises. Les Buonaparte occupent des fonctions assez importantes dans la ville. Il y a toujours un Bonaparte membre du conseil municipal au XVIIe et au XVIIIe siècle. Les Buonaparte, c'est ce qu'on appelle un clan en Corse. Une famille puissante qui possède des terres et qui se paye les services et l'allégeance de paysans de la région. Et c'est une famille qui a donc un réseau social très fort, des biens fonciers. Elle a des domaines où elle cultive l'olive, la vigne et puis également des fruits. Elle a des troupeaux. Ça fait aussi une grosse clientèle dans le sens romain du terme, c'est-à-dire beaucoup de gens qui travaillent pour elle et qui sont pratiquement une petite armée en cas de nécessité. La mère de Napoléone, la belle Laetitia, règne sur la maison Buonaparte remplie de grand-mères, de tantes, de nourrices, qui l'assistent dans l'éducation de ses nombreux enfants. Laetitia Ramolino aura 12 enfants. C'est une magnifique figure de femme dans l'histoire de France, Laetitia. Magistrale femme qui, se trouvant à la tête de cette fratrie, va devoir assurer le quotidien. 12 enfants, dont 8 survivront après la naissance. 5 garçons et 3 filles. On imagine cette maison à la fois dans les petites ruelles d'Ajaccio, mais sous ce soleil de plomb, avec cette platée d'enfants. Ça devait être joyeux, en même temps ils étaient assez livrés à eux-mêmes. De toute la bande des enfants du quartier, Napoléone est sans conteste le plus turbulent. Tout le monde le surnomme Riboulione, le perturbateur. Ça devait être un enfant extrêmement turbulent, extrêmement volontaire. Je ne sais pas s'il était capricieux, mais en tout cas, il voulait imposer sa vision des choses à toute la famille. Il aurait battu, terrorisé son frère depuis leur plus tendre enfance. Et Joseph, qui était pourtant son aîné, aurait vécu un peu sous la coupe de Napoléon. Dominateur avec toute sa famille, Napoléone s'identifie très tôt à des figures masculines et viriles. Tous les soirs, au son du tambour, il court en direction de la citadelle d'Ajaccio, qui se trouve à quelques encablures de la maison familiale. Ici, le petit garçon de 6 ans assiste fasciné à son spectacle préféré, la relève de la garde. Napoléon Petit voit les militaires défiler dans la citadelle et il est fasciné par ces beaux uniformes, par ces uniformes rutilants, par le tambour qui l'émeut, il sera ému toute sa vie par le bruit du tambour. Il se met au milieu, il a alors défilé avec eux, il a voulu goûter le pain des soldats, il a trouvé ça très bon et donc on voit que ça l'intéresse tout petit. Napoléone rêve de devenir l'un de ces beaux soldats. Il les dessine en ordre de bataille sur les murs de sa chambre. Il se met aussi à manger leur pain, du pain dur, pour mieux s'accoutumer à son futur métier. Et il s'identifie très très tôt
Alors, à ce qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire aux militaires français qui occupent la Corse. Ces soldats français que Napoléonais admire tant sont les nouveaux maîtres de la Corse, une armée d'occupation. Âgé de 7 ans, Napoléonais ne sait pas que l'arrivée de ces soldats, l'année de sa naissance, a profondément bouleversé l'histoire de sa famille. Tout s'est joué 7 ans auparavant, en 1769, l'année de la naissance de Napoléonais. Le royaume de France achète la Corse à la petite république de Gênes, incapable de contrôler cette île rebelle. Inacceptable pour le grand patriote Pascal Paoli, qui appelle les Corses à résister au nouvel envahisseur. Bien décidés à prendre l'île par les armes, les soldats français affrontent les troupes de Pascal Paoli à la bataille de Ponte Novo, le 8 mai 1769, 3 mois avant la naissance de Napoléonais. Carlo Buonaparte est l'un de ces patriotes corses qui se battent contre les Français à Ponte Novo. Un vaillant guerrier. Il est même le lieutenant de Pascal Paoli. Mais les troupes indépendantistes sont écrasées et les Français prennent officiellement possession de la Corse au nom du roi de France, Louis XV. Pascal Paoli s'exile en Angleterre pour continuer la lutte, mais Carlo Buonaparte, lui, prend une décision surprenante. Il décide de rester en Corse et de se rallier aux Français. Il a compris qu'en collaborant avec le nouvel occupant, il pouvait obtenir beaucoup d'avantages pour son clan. Carlo devient Charles. Charles est un homme qui a chevillé au corps l'ambition pour sa maison, comme on disait, pour son clan, pour sa famille. La réussite de sa famille passe avant tout. Et la réussite veut dire la fortune et le pouvoir. En 1776, Napoléon a 7 ans. Au vu de ses prédispositions évidentes pour le métier des armes, Charles décide de lui bâtir une carrière de soldat dans l'armée française. Charles Bonaparte se dit, donc maintenant je vais profiter de mes compétences et je vais les négocier avec les Français. Donc la négociation avec Charles, c'est quoi? C'est si vous venez de notre côté, que vous acceptez de mettre vos compétences au service de la gouvernance française de la Corse, en échange, nous vous intégrons dans notre système. Charles Buonaparte est un fin négociateur. En échange de l'allégeance de son clan au royaume de France, il obtient la reconnaissance officielle de son titre de noblesse, le sésame indispensable qui va lui permettre d'assurer l'ascension de ses enfants au sein de la monarchie française. Et le 10 mai 1779, c'est Charles de Buonaparte, représentant de la noblesse de Corse, qui se rend à Versailles pour présenter au roi Louis XVI en personne l'hommage de l'île de Corse. Une consécration pour le petit nobliau qui obtient à la suite de cette visite une bourse royale d'études pour ses 2 fils aînés, Joseph et Napoléon. Grâce à l'obstination de son père, Napoléon, à 9 ans seulement, quitte sa famille, son île natale, et part vers la France, ce grand royaume qui va faire de lui, pense-t-il, un grand soldat. Mais livré à lui-même et soumis à la discipline de fer des écoles militaires françaises, le jeune Napoléon va vivre un terrible déracinement. Napoléon prend la direction de la Champagne, dans le nord-est de la France. Ici, plus rien ne ressemble à sa Corse. Déjà, aller d'Ajaccio à Brienne en Champagne, c'est changer plus que de monde, c'est presque changer de planète à l'époque. Rien ne peut lui avoir donné l'idée, ni du paysage de Champagne, ni du climat. Donc le premier sentiment, c'est le dépaysement total.
On l'arrache à sa famille, on l'arrache à sa mère. C'est jeune, 9 ans, vraiment, c'est un tout petit garçon. De toute façon, qu'on soit Bonaparte ou pas, c'est douloureux, c'est un arrachement. Le 15 mai 1779, Napoléon intègre l'école militaire de Brienne, près de Troyes. Le petit boursier corse va côtoyer ici pendant 5 ans des fils de la noblesse française qui se destinent au métier des armes. À Brienne, il découvre un monde nouveau, dans lequel il va devoir se faire une place. Il y a un problème de classe sociale qu'il le ressent sans doute pour la première fois, c'est-à-dire certains jeunes élèves officiers appartiennent de très grandes familles françaises, donc arrivent avec la morgue qui va avec leur statut social. Il va se trouver confronté à une noblesse française réelle, de gens qui ont des titres de noblesse qui remontent au Moyen-Âge et qui se moquent de ce Napoleone Bonaparte qui parle un français tout à fait incorrect. Et donc, évidemment, ce jeune homme qui a d'abord un prénom que personne n'a jamais entendu, Napoleone, qui parle pas très bien le français encore à ce moment-là, évidemment, il va être l'objet de moqueries. Alors, Napoléoné devient Lapayonné, on moque son accent. Bref, on lui fait comprendre qu'il ne sera jamais un noble de vieille souche. Il restera un étranger, un Corse au nom imprononçable. Napoléon, fils d'une très grande famille corse, comprend subitement qu'en France, il n'est plus rien. Ça fait partie des événements qui forgent un caractère, c'est ce sentiment d'humiliation, ce sentiment d'isolement, le sentiment qu'on va se construire contre et pour montrer quelque chose. Et je vais leur montrer et je serai celui qui sera à la fois le plus travailleur, j'aurai les notes. Pour ne pas céder à la mélancolie, le jeune déraciné se jette à corps perdu dans le travail. Certes, il est médiocre en français et en langues étrangères, mais il est très doué pour la géographie et les mathématiques. Son esprit rapide lui permet de résoudre les problèmes de géométrie les plus complexes. En revanche, le jeune Napoléon est un grand solitaire. Il ne participe pas aux bagarres collectives, aux blagues de potache qui font le quotidien de la vie du collège, et qu'en effet, une fois sorti de la classe, il se rendait à la bibliothèque qui était fort bien achalandée. Alors il lit comme il lira toute sa vie, de tout dans le désordre le plus complet. Littérature, géographie, histoire orientale, histoire antique. C'est dans ces lectures que Napoléon va trouver les modèles auxquels il va s'identifier toute sa vie. Il est comme tous les gens de sa génération, il est fasciné et dominé par les grands anciens. Alexandre le Grand, Jules César. Les récits des exploits militaires de ces grands anciens vont être une révélation. Tous ont en commun d'être épris de l'amour de la gloire. Et pas de la gloire, pas de la célébrité, de la gloire au sens qu'on lui donnait au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, conquérir la gloire, c'est vivre dans la tête des gens à tout jamais et sur la surface de la terre. C'est mettre son nom plus haut que tout, inscrire son nom dans l'histoire. Et il est possédé par cette passion. Et à partir de cela, il s'imagine un autre avenir. Un avenir de guerre, un avenir de conquête, un avenir de chef d'État, déjà, alors qu'il est tout jeune. Comme les grands anciens, Napoléon rêve lui aussi de connaître la gloire. Et il va y goûter un jour de l'hiver 1783. Ce matin-là, les élèves découvrent la cour de l'école recouverte de neige. Les élèves, naturellement, s'organisent en 2 camps et s'attaquent les uns les autres. Napoléon a 14 ans. Il prend d'autorité la tête de l'un des 2 camps. Conçoit des stratégies d'attaque, lance des manœuvres ambitieuses sous les encouragements des professeurs et des habitants du quartier. Et là, le chef s'est révélé. D'où la reconnaissance de ses petits camarades. Et ça, pour lui, c'était important. C'était la première fois qu'il avait la reconnaissance de ses petits camarades. Et ça va lui rester, ça va le marquer. Donc il va comprendre qu'à travers ses prouesses stratégiques, il peut être le chef et le premier. Une autorité naturelle,
du sang-froid. Napoléon découvre qu'il a toutes les qualités pour commander. Alors, au mois d'août 1784, à 15 ans, Napoléon quitte Brienne et intègre la prestigieuse école militaire de Paris, où il rejoint l'élite de l'armée du roi, les officiers. D'abord, pour la première fois, il est à Paris. Et il découvre ce qui est alors une ville extraordinaire et une ville dont il ne pouvait avoir l'idée, qui compte probablement 1 million d'habitants, une très grande ville. Mais quelques mois seulement après son arrivée à Paris, Napoléon apprend la mort subite de son père, Charles. Malgré ses 15 ans, Napoléon endosse le rôle de nouveau chef du clan Bonaparte. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il lui faut passer le concours de l'école au plus vite, devenir officier et toucher ainsi sa première solde. Il y a l'école militaire qui est une grande institution pour la France royale de cette époque. Il va essayer de faire en très peu de temps ce que d'autres faisaient en 3 ans. Napoléon réussit son pari. Au bout de 7 mois de travail acharné, à 16 ans seulement, il passe avec succès le concours de l'école militaire. Un exploit qui impressionne l'un de ses professeurs. Corse de nation et de caractère, ce jeune homme ira loin si les circonstances le favorisent. Clairement, il ne sort pas très bien. Il est dans les 40e. Ça n'est pas brillant. Enfin, quand on l'a fait en 3 fois moins de temps que les camarades, oui, alors là, ça signifie quelque chose. Donc c'est un élève un élève officier, qui finit sa période de formation de manière plutôt brillante et qui va partir occuper son premier poste à Valence. Napoléon est fier. Il porte maintenant l'uniforme de lieutenant de l'armée du roi Louis XVI. Mais il va vite déchanter, car la monarchie française ne pourra pas lui permettre de satisfaire ses rêves de gloire. Dans son régiment, à Valence, Napoléon est terriblement déçu par la routine de la vie de garnison. Ses corvées et ses interminables tours de garde. Mais surtout, il se rend compte qu'il n'a aucune perspective de carrière. Il y a eu des mesures prises par le gouvernement et qui limitent l'accès aux hauts grades aux nobles qui peuvent prouver une certaine ancienneté de noblesse, ce qui n'est pas son cas. Parce qu'il est issu de la petite noblesse, Napoléon ne pourra jamais dépasser le rang de sous-officier. Très insuffisant pour satisfaire son immense ambition. Il est absolument convaincu que pour lui, il n'y a pas de destin possible en France. Et il pressent un peu les capacités qui sont en lui. Donc il cherche désespérément un endroit où briller et un endroit où vivre quelque chose et avoir un destin. Il faut rajouter à ça les idées qui se mettent à circuler à ce moment-là. C'est le siècle des Lumières, des idées d'égalité, des idées de rejet des privilèges. Et donc, évidemment, quand on met l'ensemble, ça donne dans la tête de Napoléon un mélange un petit peu détonnant. Napoléon a 17 ans. Il est coupé de la Corse et de sa famille depuis l'âge de 9 ans. Et il est immanquablement gagné par le mal du pays. Cette France n'est pas faite pour lui, il en est convaincu. C'est en Corse, sur sa terre natale, qu'il doit écrire son destin. Pour Bonaparte, ça n'a probablement pas été facile d'assumer les choix qui avaient été faits par son père. Parce que lui se rêve comme le plus corse des Corses, le héros de jeunesse de Bonaparte, c'est Paoli. Napoléon se rêve en nouveau libérateur de la Corse. Que deviendrons-nous, nous autres infortunés Corses ? Continuerons-nous à baiser la main insolente qui nous opprime ? Il se prend à rêver de devenir le nouveau Paoli et d'arracher l'île de Corse
à la domination française, c'est-à-dire à la domination du roi auquel, d'un autre côté et simultanément, il a prêté serment. La Corse ou la France? Napoléon va devoir choisir. Très vite. Le 14 juillet 1789, la foule parisienne attaque la prison de la Bastille. C'est le début de la Révolution française. Un tremblement de terre, un chaos politique qui va secouer la France pendant 10 ans et dont le jeune Napoléon Bonaparte va très habilement se servir pour se fabriquer un destin. Mais ce jour-là, le jeune Bonaparte, 19 ans, est loin des événements. Il est dans sa garnison près de Valence et ne joue aucun rôle. En 1789, lorsqu'éclate la Révolution française, Napoléon n'a qu'une idée, qu'une obsession, la Corse. Donc il passe totalement à côté de cet événement qui va lui offrir un destin. Napoléon apprend que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, promulguée par les révolutionnaires, abolit les privilèges de la noblesse et institue l'égalité en droit de tous les citoyens. Le décret qui freinait sa carrière militaire n'existe donc plus. Napoléon peut donc prétendre au plus haut grade dans l'armée. Mais son rêve corse est plus fort que tout. Il est temps pour lui de libérer son pays, la Corse, un projet fou dont il ne mesure pas les conséquences. Au mois de septembre 1789, à 20 ans, Napoléon retrouve sa Corse en effervescence. Profitant des troubles révolutionnaires, le chef indépendantiste Pascal Paoli a fait son grand retour pour reprendre le pouvoir sur l'île. Napoléon, ébloui, rencontre pour la première fois son héros de jeunesse. Il lui propose naïvement de devenir son bras droit, comme l'avait été Charles, son père, avant qu'il ne se rallie aux Français. Aux yeux de Paoli, qui pratique cette sorte de vertu corse qui est de ne jamais oublier les affronts, les fils de Charles Bonaparte seront, comme Paoli les appelait, les fils de Charles. Ils portent la faute du père et ils la portent à tout jamais. Si bien que, quels que soient les efforts faits par Napoléon et par Joseph, eh bien Paoli ne les acceptera jamais. L'impardonnable faute de Charles condamne tout le clan Bonaparte à fuir la Corse pour échapper à la vengeance de Paoli. Ainsi prend fin 3 siècles d'histoire corse pour la famille Bonaparte. Cet arrachement à la terre natale est d'une brutalité inouïe pour Napoléon. Ce qui arrive à Napoléon à ce moment-là, eh bien c'est quelque chose de très grave psychologiquement. Il va devoir tirer un trait sur cette identité corse très profonde, sur cet attachement à la Corse, je dirais charnel, et aussi politique, sentimental. Il va en quelque sorte, c'est comme s'il se coupait un bras, c'est comme s'il déchirait une partie de lui-même, c'est comme si quelque chose d'affectif en lui avait été sacrifié à ce moment-là. Napoléon se rêvait en grand libérateur de la Corse, mais cet idéal politique est à jamais perdu. Son rêve brisé, il devient un être mélancolique et désabusé. Désormais, c'est avec le regard détaché d'un étranger qu'il va observer les passions politiques qui secouent la France. À partir de maintenant, il va s'engager uniquement là où il y a des opportunités pour faire avancer sa carrière. Napoléon a 23 ans. En 1793, il retrouve une France en plein chaos. Maximilien Robespierre est au pouvoir. Il a lancé une politique de terreur révolutionnaire contre tous ses ennemis politiques. La République a été proclamée, et pour empêcher tout retour à la monarchie, le roi Louis XVI a été décapité en place publique. L'Europe a peur. Voilà comment les caricaturistes anglais montrent les révolutionnaires français. Pour faire tomber la jeune République qui coupe la tête des rois, les monarques d'Europe vont lui imposer une guerre qui va durer 20 ans.
Il faut sauver la patrie. Pour se défendre, la République française va faire appel à une nouvelle génération de jeunes officiers talentueux pour commander ses armées. La guerre est un accélérateur d'histoire. Et Napoléon Bonaparte profite aussi de ce moment exceptionnel qui met en selle toute une nouvelle génération. Il est bien placé et il est l'homme qu'il faut au moment où il faut. Napoléon est réengagé à 24 ans avec une belle promotion à la clé, capitaine d'artillerie. Il est envoyé pour défendre la ville de Toulon, assiégée par la flotte britannique. Là, Napoléon va montrer un véritable don pour la guerre, un don qui va fasciner son entourage. À Toulon, il découvre réellement la guerre et il y montre d'emblée une aptitude quasiment sans limite. Comme s'il était né pour ça, alors qu'il ne l'a jamais connu. Comme s'il n'avait pas besoin de période d'apprentissage ou d'expérimentation. Et il est prêt à tout pour conserver ses idées de gloire, parce que c'est un homme très très orgueilleux. Et il est prêt à mourir, prêt à affronter la mort, véritablement. Au milieu de la bataille, Napoléon déploie une énergie sidérante. Il semble indifférent aux dangers qui l'entourent. Il a un courage physique absolu. C'est-à-dire la mort ne lui fait pas peur, du coup la mort des autres ne l'impressionne pas non plus. Napoléon est également un tacticien hors pair. Grâce à une utilisation millimétrée de ses canons, il parvient à repousser la flotte anglaise qui assiégeait Toulon. Une prouesse qui lui vaut de passer au grade de général de brigade. À Toulon, Napoléon a impressionné un certain Paul Barras. C'est un homme politique de tout premier plan, un ennemi juré de Robespierre qui attend son heure pour prendre les rênes de la Révolution. Barras a deviné les capacités extraordinaires qui sont celles de ce jeune général. Et puis chez Barras, comme toujours, il y a quelque chose de tout à fait intéressé. Il se dit qu'après tout, ce général, un jour, pourra lui être utile. En mettant son talent militaire au service de Paul Barras, Napoléon Bonaparte va propulser sa carrière vers les sommets. Paris, le 28 juillet 1794. 6 mois après la victoire de Toulon. Cette fois, c'est Robespierre qui est guillotiné. Barras veut s'emparer du pouvoir, mais il a besoin d'un bras armé pour contrer un complot royaliste qui veut lui barrer la route et réinstaller la monarchie en France. Les royalistes envisagent de remettre sur le trône le comte de Provence, futur Louis XVIII. Donc il y a là vraiment un danger. Il se souvient de ce jeune général Bonaparte qui l'a tant impressionné à Toulon. Alors, un soir, tandis que Napoléon est en train d'assister à un spectacle à la Comédie Française, Barras va le chercher et lui fait une proposition pour le moins surprenante. L'aider à sauver la République contre les royalistes. Napoléon a 26 ans. Comme un parieur, il s'interroge. Quel parti prendre ? Allait-il prendre le parti de la Convention ou le parti des royalistes ? De quel côté était la fortune ? Le 5 octobre 1795, il est 9h du matin. Napoléon a choisi de défendre la République. Et il ne reculera pas. Avec 5000 hommes et 40 canons, il repousse 25 000 insurgés royalistes qui menacent l'Assemblée de la République. Bilan, 300 morts. Et lorsque, au petit matin, il rentre chez lui, il écrit immédiatement un billet à son frère Joseph, où il lui écrit cette phrase qui est une phrase de joueur qui a tenté la fortune. « Les dés ont roulé sur le tapis vert et la fortune est de mon côté. » Un choix plein d'opportunisme. Napoléon a peut-être sauvé la République, mais il a surtout sauvé la carrière de Paul Barras. Pour le remercier, Barras va faire de Napoléon l'un des personnages les plus importants de son nouveau pouvoir. À 26 ans, Napoléon est maintenant un homme qui compte. Il loge à Paris dans un bel hôtel particulier de la place Vendôme. C'est l'un des protégés du nouvel homme fort de la République, Paul Barras. Avec son nouveau look de roi emplumé, il est à la tête du Directoire, un régime corrompu
soutenu par une bourgeoisie qui s'est enrichie pendant la Révolution. Le général Bonaparte est leur bras armé. C'est donc le plus important général à l'intérieur du territoire. Il commande Paris et sa région, c'est là que ça se passe. Un poste très important, mais sa tâche est ingrate. Il est chargé de mater les révoltes de la faim qui éclatent dans les quartiers populaires de la capitale. Il y a une partie de la population qui meurt de faim. Il y a des gens qui se suicident chaque nuit en sautant dans la Seine. Et à côté de cela, un luxe inouï pour les profiteurs de la Révolution. Le roi Barras, comme on l'appelle maintenant, introduit son protégé dans les salons de la haute société du Directoire, qui prend du bon temps. Ce sont vraiment des fêtes complètement incroyables que Barras donnait à la fois au Luxembourg et aussi dans ses propriétés à Suresnes, près de Paris, où il y avait un château, où il recevait beaucoup. Des fêtes complètement folles. Un exutoire pour les bourgeois bien heureux d'avoir survécu à la terreur révolutionnaire. Il y a une forme de catharsis, de défoulement après la terreur. Tout le monde a eu peur. On a eu peur, donc vive la vie. Il y a cette soif de plaisir, soif de volupté. La mode est magnifique pour les femmes. Ce sont des robes en tulle de soie ou en mousseline extrêmement transparente. On ne met même pas de brassière. Donc les femmes ont les seins qui pointent. Pour les hommes aussi, c'est de l'appel au cri. Les femmes sont ici les plus belles du monde. Elles sont la grande occupation et la grande affaire. L'incertitude de l'avenir porte à ne rien épargner au plaisir du présent. Si Napoléon ne perd aucune miette du spectacle, ici, dans la haute société du Directoire, personne ne prête attention à ce jeune militaire timide et emprunté. Napoléon mesure 1,69 m, une taille normale pour un homme de cette époque, mais son physique frêle et sa pâleur juvénile ne peuvent pas laisser deviner les hautes fonctions qu'il occupe. Le jeune Bonaparte est un peu l'invité, le cousin de province, qu'on tolère dans ce salon très luxueux parce que lui-même n'a pas l'apparence luxueuse ni très chic, il est mal attifé, il n'est pas très bien soigné. Un peu maladif avec ses cheveux raides, un petit peu gras, son petit catogan maigrelet, enfin il n'est pas très séduisant. Le roi Barras l'introduit maintenant auprès de l'une des reines des salons parisiens, Joséphine de Beauharnais, une élégante veuve aux doux accents créoles et au charme langoureux. C'est vraiment quelqu'un qui éclaire un salon quand elle est là. En plus, elle est tout à fait bien élevée, elle sait tenir une conversation, faire des correspondances. C'est quelqu'un du meilleur monde. C'est une femme bourrée de charme, une très belle femme avec un ton un petit peu traînant. C'est cet accent des îles, quelque chose d'indolent, de voluptueux. C'est une des maîtresses de Barras, et d'autres encore. Mais ça, Napoléon ne le sait pas. Et il est tout de suite captivé par cette femme du monde aux manières si raffinées. C'est un coup de foudre de son côté. Parce que pour lui, Joséphine, c'est une grande dame. C'est de plus une grande dame de l'Ancien Régime. Il voit en Joséphine cet aristocrate de l'Ancien Régime qui le fascine. Parce que si Joséphine n'a pas fréquenté la cour, elle a quand même été liée de très près à tout ce monde aristocratique qui est une espèce de fantasme pour Napoléon. Il se sent grandi quand il est auprès d'elle. Là, il se dit, ça c'est une femme du monde. Et puis, il va lui rendre visite, et lui rend visite rue Chantraine, dans un petit hôtel particulier. Ça n'est pas luxueux, ça n'est pas l'esbrouf, mais tout de même, c'est un joli petit hôtel particulier. Et Bonaparte voit ça, se dit, ouh là là, là, j'ai affaire à une grande dame. Entre les mains expertes de Joséphine, à 26 ans, Napoléon va découvrir l'amour physique dont il ignore à peu près tout. Elle lui fait découvrir des choses dont il n'avait pas idée. Elle va lui faire connaître le plaisir, réellement. 7 heures du matin, je me réveille plein de toi. Douce et incomparable Joséphine. Quel effet faites-vous sur mon cœur? Mio dolce amor. Reçois 1 millier de baisers, mais ne m'en donne pas, car il brûle mon sang. La façon dont il va tomber amoureux de Joséphine nous fait penser un peu à ce que nos psychologues modernes appelleraient de la dépendance.
C'est-à-dire qu'il a véritablement, il est drogué à sa Joséphine en quelque sorte. Envahi par une passion dévorante, Napoléon, au bout de quelques semaines, demande la belle aristocrate en mariage. Pour Joséphine, il n'en est pas question. Ce jeune général est juste un amant parmi d'autres. Mais pour Paul Barras, ce projet de mariage est l'occasion toute trouvée pour se débarrasser d'une maîtresse devenue encombrante. Et c'est pourquoi il va intriguer et faire pression pour qu'elle se résigne à ce mariage en lui disant que le moment est venu de faire une fin. Et quant à faire une fin, autant faire une fin grandiose. Et que certes, Bonaparte, c'est pas grand-chose, mais que Bonaparte, ça va devenir quelque chose, très vite. Le 9 mars 1796, Napoléon épouse Joséphine. La cérémonie de mariage est vite expédiée. La belle aristocrate est à peine conquise que Napoléon part au galop vers une autre conquête, vers ce qu'il désire par-dessus tout, la gloire. À 26 ans, grâce à l'intervention de Paul Barras, Napoléon a décroché la mission qu'il espérait tant, le commandement d'une armée. 60 000 hommes sous ses ordres. Sa mission, repousser des armées autrichiennes et piémontaises qui menacent d'envahir la France à la frontière italienne. Mais Napoléon découvre que l'armée qu'on lui a confiée est dans un piteux état. Ses hommes sont mal équipés et mal nourris. A priori, impossible avec une telle armée de réaliser son rêve de gloire. Mais la motivation du jeune officier est plus forte que tout, et il est bien décidé à réaliser un coup d'éclat. Alors, il commence par remotiver ces pauvres soldats en guenilles. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup. Je veux vous emmener dans les plus fertiles plaines du monde. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. C'est harangue formidable. Vous allez enfin parvenir à remporter des victoires, et lorsque vous rentrerez en France, vous pourrez rentrer sous des arcs de triomphe. Vous serez acclamés comme des vainqueurs. Si Napoléon motive autant ses soldats, c'est qu'il va leur demander d'accomplir des miracles et d'accepter beaucoup de sacrifices. Car pour battre un ennemi supérieur en nombre et mieux équipé, il a décidé de transgresser toutes les règles de la guerre. Avec Napoléon, de l'art de la guerre, il n'en est plus question. Ce qu'on a connu autrefois avec Louis XIV et Louis XV, Napoléon explose finalement les schémas traditionnels. Bonaparte, lui, il applique des techniques nouvelles. La technique, c'est le choc. Il faut un choc. Le plus vite possible, il faut une bataille. Attaque sur les flancs, à revers, encerclement, ou coup de bluff. Pendant 18 jours, Napoléon mène ses hommes dans des attaques ultra rapides qui créent la surprise chez l'adversaire. Il les contourne et les bat sur un point précis, les disperse et s'occupe de l'armée suivante, et s'occupe de l'armée suivante, ainsi de suite. C'est très simple, mais personne n'y avait pensé avant lui. Napoléon veut une victoire spectaculaire. C'est la Blitzkrieg avant l'heure. Pour les armées sardes et l'armée autrichienne, c'est quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient absolument pas. En quelques semaines, tout ça est pulvérisé. Le 10 mai 1796, les Français, à 1 contre 2, enfoncent les Autrichiens sur le pont de Lodi. Un assaut furieux, sauvage, qui coûte 1000 morts aux soldats français. Napoléon tient enfin sa victoire de prestige. Et 2 jours plus tard, il fait son entrée dans Milan, la capitale du nord de l'Italie. Il a 26 ans. C'est une entrée triomphale, c'est presque une entrée d'empereur romain. D'autant plus que la population de Milan est très pro-française à ce moment-là. En ce dimanche de Pentecôte, toute la population de Milan est dehors pour acclamer le phénomène Bonaparte. Pour la première fois, Napoléon va ressentir ce qu'il avait découvert dans ses lectures à l'école militaire. Ce sentiment puissant qui vous soulève de terre. La gloire. À ce moment-là, il s'est vu dans l'histoire. Il a dit ceci: « Je me sentais emporté dans les airs et je voyais déjà le monde fuir sous moi. » C'est-à-dire l'idée d'être soulevé de terre.
par cette entrée triomphale à Milan. Donc c'est un événement clé dans sa vie. C'est presque un basculement. Napoléon Bonaparte a désormais la gloire. Il veut maintenant le pouvoir. Prendre le pouvoir. Mais comment? Napoléon a 28 ans. Le 17 octobre 1797, c'est en homme politique qu'il fait son retour à Paris. Il remet à Paul Barras, le chef du gouvernement, le traité de Campo Formio, qui met fin à la guerre avec l'Autriche. Il l'a négocié seul avec les Autrichiens, sans consulter Paul Barras. C'est la liste impressionnante de toutes ses conquêtes. Grâce à lui, la République française met la main sur le duché de Savoie, le comté de Nice, l'Italie du Nord, mais aussi sur la Belgique et la partie de l'Allemagne se trouvant à gauche du Rhin. De toute son histoire, le territoire français n'a jamais été aussi étendu. Paul Barras est effrayé par la dimension politique prise par Napoléon. Son petit protégé est devenu la plus grande menace pour son pouvoir. Alors, pour l'éloigner, il a une idée complètement folle. L'envoyer à 5000 km de la France, prendre l'Égypte au sultan de Constantinople. Un piège que Napoléon va transformer en un tremplin vers le pouvoir. Le 1er juillet 1798, à la tête d'un corps expéditionnaire de 50 000 hommes, Napoléon débarque dans le port d'Alexandrie pour conquérir l'Égypte. Sur la terre des pharaons, à 29 ans, Napoléon Bonaparte va écrire les plus belles pages de sa légende. En Égypte, il va acquérir une stature quasi mythologique parce qu'il remet ses pas dans ceux d'Alexandre le Grand. Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. À la bataille des pyramides, en seulement 2 heures, Napoléon le Conquérant pulvérise les 20 000 Mamelouks du sultan de Constantinople. Nouveau maître de l'Égypte, il se veut aussi le civilisateur des peuples du Moyen-Orient. Il est comme une sorte de roi, et de roi tout-puissant, de roi oriental. Mais face à une population locale très hostile, la mission civilisatrice du général Bonaparte va basculer dans une violence extrême. Et c'est dans cette violence que Napoléon va trouver la force et la détermination pour s'emparer plus tard du pouvoir en France. Au début de l'année 1799, à la tête d'un détachement de 13 000 hommes, Napoléon Bonaparte se lance à la conquête de la Palestine. Le 7 mars, il prend la ville de Jaffa, après 10 jours d'intenses combats. Tout comme il a fait l'apprentissage de l'art de régner en Égypte, il fait à Jaffa l'apprentissage de la violence absolue. À Jaffa, Napoléon ordonne un massacre de prisonniers pour mater définitivement les populations qui lui résistent. Napoléon donne l'ordre à Berthier d'emmener tout le monde sur la plage et d'exécuter tous les prisonniers. Alors, les chiffres varient entre 2 et 4 000. Voilà, quand il faut marquer les esprits, y compris avec un massacre, appelons les choses par leur nom, il sait le faire aussi. Pour économiser les munitions, les prisonniers sont tués à l'arme blanche. Le bain de sang dure 3 jours. Et dans le même temps, Napoléon se rend à l'hôpital de Jaffa pour soulager cette fois une 60aine de soldats français atteints par la peste bubonique. Un jour, il inflige la mort, le surlendemain, il sauve en touchant les pestiférés. Et de ce fait, il va acquérir une sorte de force intérieure qu'on ne lui connaissait pas avant, mais que vont constater tous ceux qui le rencontreront à son retour d'Orient, disant que chez lui, il y avait quelque chose d'implacable, qui se sentait, quelque chose de dur, qui tenait au fait que désormais on sait de quoi il est capable, c'est-à-dire d'une violence extrême. Il est capable de tout.
qu'il n'y a pas de limite dans ce qu'il peut faire. Napoléon sait maintenant que l'heure de son retour en France a sonné. Les nouvelles qui lui arrivent de Paris lui font comprendre que la situation tourne au désastre pour Paul Barras. La guerre en Europe a repris et les territoires qu'avait conquis Napoléon sont perdus les uns après les autres, notamment l'Italie et le comté de Nice. Épuisé par 10 années de troubles révolutionnaires et écœuré par la corruption de Paul Barras, le peuple français réclame le retour de son héros, Bonaparte. Il sait que la France est face à une situation difficile, il sent qu'elle est peut-être prête à céder, il se dit « c'est le moment où je dois incarner le sauveur ». Alors, le 23 août 1799, à l'insu de ses hommes, il embarque seul pour la France. À 29 ans, il se sent prêt à renverser cette canaille, comme il l'appelle maintenant Barras et son entourage. Il sent que c'est son moment et que rien ne pourra s'opposer à sa marche. Parce qu'il est convaincu de son destin à ce moment-là. Il risque beaucoup, il déserte, il abandonne son armée. C'était puni de mort sous la Révolution. Napoléon a pris tous les risques, mais il a eu du nez. Un mois plus tard, il est accueilli en France comme la Providence. Au retour d'Égypte de Napoléon, il a été acclamé de son débarquement jusqu'à son arrivée à Paris. On l'acclamait, on faisait des poèmes, etc. Ce qui fait que cette remontée d'Égypte, c'est la montée vers le pouvoir. Enfin, si Bonaparte avait des doutes sur la possibilité de prendre le pouvoir, au retour d'Égypte, il n'en avait plus du tout. Le problème, c'est qu'il n'a pas l'âge requis pour prendre le pouvoir légalement en France. Peu importe, il va s'en emparer par la force. C'est le coup d'État du 18 Brumaire. Le 9 novembre 1799, Napoléon fait irruption dans la salle du Conseil des 500, là où siègent les députés de la République. Il réclame le pouvoir pour défendre la patrie qui, dit-il, serait menacée de très grands dangers. Il n'a aucune notion de ce qu'est la vie parlementaire, et donc il essaye de leur parler. Mais évidemment, il ne va pas pouvoir prononcer deux mots. Les députés hurlent « hors la loi, hors la loi ». Napoléon est sur le point de manquer son coup d'État. Alors, il sort haranguer les soldats qui l'attendent dehors. Et il demande à son bras droit, Murat, de faire évacuer la salle par la force. Et là, à ce moment-là, vive Bonaparte, etc. Napoléon a repris ses esprits, et c'est donc, il demande au général Murat de faire évacuer la salle. Et alors Murat, à ce moment-là, a un mot qui aurait pu être historique. Il entre dans la salle, il crie aux députés « Citoyens, vous êtes dissous ». Quelle phrase merveilleuse. Mais il croit bon d'ajouter « Foutez-moi tout le monde dehors ». Évidemment, ça gâche tout. Ce jour-là, Napoléon Bonaparte, l'enfant d'Ajaccio, descendant d'une famille corse d'origine génoise, prend le pouvoir en France. Il n'a que 30 ans. Napoléon Bonaparte, prenant le pouvoir, c'est comme si un jeune homme d'origine algérienne avait tout d'un coup pris le pouvoir en France à l'occasion d'un coup d'État militaire. Bien qu'il soit le militaire le plus populaire du pays, au fond de lui-même, Napoléon se sent toujours un étranger, un immigré dans cette France qu'il s'apprête à gouverner. Et au fond, il ne se sentira jamais vraiment français. Il se sentira toujours dans un rapport d'extériorité. Mais ça va être sa force, parce que se sentant extérieur, il va avoir la faculté de très bien comprendre les Français et leurs passions, et parce qu'il ne partage pas leurs passions, il va avoir la faculté de les réconcilier. Et c'est ça qui va être sa force. En prenant le pouvoir, à l'aube du 19e siècle, Napoléon Bonaparte va écrire 15 années de l'histoire de France. 15 années parfois flamboyantes, parfois tragiques. La France va en être à jamais transformée.